cette semaine au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces et histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Alexandre Bouchard. Vraiment une super belle histoire. Alex part d'une cage dorée chez Apple jusqu'à un parcours d'entrepreneur à succès avec son produit Stent du groupe V3 Stent. On partage également à la fin de l'épisode des outils et des formations gratuites pour vous aider à maximiser votre présence en ligne sur LinkedIn. Restez des nôtres jusqu'à la fin. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Alexandre Bouchard, CEO et cofondateur du groupe V3 Stent, dont le produit Stent qui est en grande lancée, montée et tout le reste. On va avoir la chance d'en parler aujourd'hui. Comment vas-tu d'abord, Alexandre? Je vais bien, Jonathan. Merci de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de participer à ton podcast. Puis j'ai bien hâte à nos nombreuses discussions et sujets corsés aujourd'hui. Donc voilà, je suis prêt, envie et attentif. Semi. Fantastique. Bien content que tu sois là, Alexandre. Première question pour aligner correctement la suite du podcast. Est-ce que tu te définis plus comme un cofondateur proche du côté technique, donc de la programmation et du codage, ou plus comme un cofondateur du côté marketing et commercialisation? Ouais, ben dans le fond, j'ai bien aimé cette question-là. C'est probablement celle qui m'a posé le plus de troubles quand on regarde mon passé, un petit peu mon historique. Je commençais à apprendre l'anglais sur un Commodore 64, ce qui trahit mon âge, là. Mais je codais dans du basic et tout ça. Bref, jusqu'à aujourd'hui, toujours été très enclin et fan de technologie. Malheureusement, je ne suis pas un codeur, donc je dois par défaut me targué d'être un sale marketeur. Donc, je suis quelqu'un qui vient du côté du marketing et des ventes, malheureusement, aux grandes dames de mes parents qui auraient aimé mieux que j'aie une vraie profession. Je suis convaincu qu'ils sont bien fiers de toi aujourd'hui quand même, malgré cette tournure-là à travers le temps. Tu peux les appeler après le podcast, ça me ferait plaisir. Fantastique. Mais écoute, parle-nous de toi, Alexandre. Parle-nous un petit peu de ton parcours, comment tu as démarré ton entreprise. Je pense que c'est une belle histoire à partager avec l'auditoire aujourd'hui. Alex, on t'écoute. Oui, ben en fait, je vous ai déjà donné des bribes. Là. J'ai commencé très, très jeune à être un nerd en profession. Donc, j'ai commencé sur les ordinateurs à un très, très jeune âge. Ma première job en vente ou en marketing, c'était à 13 ans. J'ai travaillé dans une boutique informatique de quartier. Je vendais des ordinateurs, puis mon boss me payait en pizza hawaïenne puis en pièces d'ordinateur. Fait que bref, je suis pas sûr que c'est encore légal, mais tout ça pour dire que j'ai commencé un parcours professionnel quand même assez jeune. C'est rare quelqu'un à 43 ans maintenant, j'ai pas peur de le dire, je l'assume, mais 30 ans d'expérience en vente, presque 40 en informatique, donc un long parcours qui m'a amené à vivre des belles étapes, des beaux jalons. Quand j'ai fini mon bac en administration, en marketing, quand j'ai fini mon bac en administration, j'ai travaillé en développement des affaires B2B, donc j'ai été embauché par une petite firme comptable qui s'appelle KPMG. Puis KPMG, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs services professionnels. Fait que j'ai travaillé là-dessus à vendre leurs services professionnels dans l'addition RSCDE. Quand on est en tech, on aime beaucoup la RSCDE. En fait, c'est souvent ça qui aide beaucoup nos budgets de fin d'année. Mais reste qu'à l'époque, je savais pas c'était quoi. Fait que j'ai appris le programme, je commençais à travailler là-dedans, faire de la représentation. Puis bref, tout ça pour dire que j'ai tout le temps été en développement commercial. Puis mon dernier emploi était encore là dans une petite entreprise, une start-up qui s'appelle Apple, qui vend, il essaie de percer, là, je sais pas si tu en as entendu parler, mais ils vendent des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs. Fait que bref, je faisais de l'implantation de tous ces beaux bidules-là qui nous rendent accros dans les sociétés de moyenne et grande taille au Canada. Et je vendais encore là ma responsabilité de marketeur, de vendeur. Je vendais et commercialisais ces produits-là au Canada.
auprès des entreprises. Je fais une pause, Alexandre. Oui. Quelle année que tu as passé chez Apple? Je suis curieux de savoir, là, c'était dans quelle ère du fameux iPhone, iPad et compagnie, là? J'ai vécu les plus belles années chez Apple. Je suis vraiment, vraiment très, très chanceux. J'ai eu la chance de travailler là pendant que Steve Jobs était encore parmi nous. Donc, ces dernières années où on avait l'impression qu'on changeait le monde à quelques semaines de décalage. Les premiers iPhones, le premier iPad, les lignes de kilomètres de long, je sais pas si vous en rappelez, là, à l'époque, dans les Apple Store. Moi, j'étais chanceux parce que je pouvais aller me réfugier dans mon bureau qui était en arrière du Apple Store au Carrefour Laval. Mais reste que des fois, quand on avait un lancement de produit, je faisais juste marcher pour constater, tu sais, l'engouement du produit puis l'espèce d'euphorie. Puis Steve Jobs, dans ces dernières années, était hyper généreux de son temps puis des informations qu'il nous partageait. Fait que ça a été quand même assez le fun comme expertise, puis de le vivre de l'intérieur plutôt que de l'extérieur comme consommateur. J'étais consommateur, bien sûr, comme tout le monde, mais de le vivre de l'intérieur, c'est probablement quelque chose qui va me suivre le reste de ma vie. Là. Je suis vraiment choyé d'avoir vécu cette période-là. Puis je te poserais peut-être une petite question à ce niveau-là pour quelqu'un qui a vécu l'intérieur de chez Apple. J'ai pas eu la chance de jaser avec beaucoup de gens ici au Québec qui ont vu Apple de l'intérieur. Oui. Si tu avais une chose que tu as retenue d'Apple, que tu as appliquée plus tard en affaires, qu'est-ce qui te viendrait en tête? C'est vraiment d'essayer d'innover par un besoin que peut-être même le consommateur avait pas vu à l'avant. Souvent, Apple, quand on sortait des produits, on disait, ils ont sorti, par exemple, le iPad. Ils ont inventé un produit que j'avais jamais pensé, mais que je pourrais plus jamais m'en départir. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait une adéquation quand même assez magique au niveau des variables, de vraiment comprendre le besoin potentiel et le besoin futur d'un client, puis de travailler là-dessus, puis vraiment axer expérience utilisateur pour créer un sentiment d'attachement presque émotionnel avec un produit. Ça, vraiment, c'est la leçon. Je te dirais, il n'y a pas beaucoup de produits, puis je pense que après que Steve Jobs soit décédé, je pense que Tim Cook, dans une de ses premières conférences, je sais pas si c'est à l'interne ou c'est sur YouTube, là, je pourrais pas te le dire, là, malheureusement, il dit, nos produits, en fait, ont un facteur d'amour énorme. Par exemple, les gens, quand tu décrivais une émotion par rapport à un produit Apple, 89% de la population disait de l'amour. Fait qu'imagine, tu sais, quand tu es rendu à avoir créé un produit, non seulement les gens apprécient, mais qui aiment, tu as vraiment réussi à créer quelque chose de spécial. Fait que je te dirais que c'est vraiment l'innovation par le besoin client, puis vraiment centré client que je retiens de mon temps chez Apple. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que j'ai déjà lu en quelque part ce que Steve Jobs mentionnait, que donnait un peu l'exemple là, de Henry Ford au début des années 1900. Si j'avais demandé à ma clientèle qu'est-ce qu'ils voulaient, ben ça serait un cheval qui courait plus vite. Mais la réalité, c'est la voiture. Fait que c'est de cibler un besoin existant puis d'y répondre avec une nouvelle technologie. Je pense que c'est sa grande force de Steve Jobs, surtout d'aller chercher des fois ces technologies-là en dehors d'Apple puis de faire des acquisitions pour les intégrer. Mais surtout d'être capable d'avoir une vue de qu'est-ce qu'on élimine comme bruit autour pour être très bon dans quelque chose. Quand Steve Jobs est rentré et était de retour pour la deuxième fois fin des années 90, il a fait beaucoup de ménage dans les produits qu'il y avait pour se concentrer sur quelques petits projets. Puis je pense que ça, allié en plus avec une grande force marketing, puis je fais une autre parenthèse, puis je te laisse la parole, Alexandre, mais moi, ça me fascine d'analyser les entreprises qui ont une belle croissance et généralement, c'est souvent rattaché au fait qu'il y a un visage humain devant l'entreprise. C'est ce que Steve Jobs a réussi à faire pour réussir à véhiculer l'émotion envers les consommateurs. C'est ce qu'Elon Musk a réussi à faire avec Tesla dans les premières années, peut-être un petit peu moins dans les derniers 12 mois, mais l'incroyable importance d'un visage humain pour aller justement amener cet élément-là de l'amour du consommateur sur le produit qui se résume à des files d'attente incroyables qu'on a vus. Je ferme la parenthèse parce que je souhaitais qu'on en dise un petit mot, mais on se reconcentre, Alexandre, sur ton histoire. Ça, c'était les années 2008, 2011 environ. Je suis curieux après ça de la suite. Je suis curieux. Pas mal tomber dessus. Ben, en fait, la suite, ça a été de se dire, malheureusement, une fois que Steve nous a quittés, la business changeait tranquillement, pas vite. Puis, dans le fond,
on a comme rétréci mon rôle et mes responsabilités, pas parce que je faisais pas le travail, là, je vendais pour 56 millions de dollars de produits, mais vraiment plus parce qu'on essayait de compartimentaliser les gens, puis c'est là que j'ai senti que j'avais plus l'espace de terrain. Tu sais, avant, j'avais eu la chance de, par exemple, développer un programme pour le service aux entreprises qui avait été enseigné dans toutes les Apple Store dans le nord-est des États-Unis, puis au Canada. Fait que bref, je donnais des conférences. J'avais vraiment beaucoup d'opportunités. Puis du jour au lendemain, on m'a dit, Alexandre, tu restes dans le bureau, tu as assez de demandes, tu accueilles les clients. Tu vas pas chez le client, tu vas pas faire de conférences, tu fais juste prendre des demandes entrantes. Puis dans le fond, tu sais, j'étais rendu un remplisseur de commandes. Là. Il y a un de mes partenaires chez Apple qui disait qu'on était comme des ninjas qui plantaient des fleurs. Donc, vraiment surqualifié pour juste prendre des commandes. Puis la réalité, c'est qu'il avait misé sur des bons esprits pour nous dire, pour qu'on leur dise où aller. T'sais, Steve Jobs disait, t'embauches des gens alentour de toi pour qu'ils disent où aller, pas pour leur dire quoi faire. T'sais. Mais nous, on était rendus à se faire dire quoi faire, puis j'avais plus de zone de croissance. Fait que c'est là que je me suis dit que peut-être l'entrepreneuriat était un chemin pour moi. Puis c'est là que j'ai cheminé surtout avec l'aide de ma conjointe. Là, je pourrais jamais pas le mentionner là, parce que moi j'avais les 100 000 craintes qui accompagnent le gars qui dit ou la fille qui se décide de se lancer en entrepreneuriat, comme tout le monde. Puis elle m'a vraiment encouragé puis me donné la confiance nécessaire de faire le saut puis quitter ce qui était ma job de rêve pour partir de ma business. Fait que puis bon an, mal an, presque 9-10 ans dans l'entrepreneuriat qui a été lancé. Au début, je voulais faire de la réingénierie des processus d'affaires pour les équipes de vente, de marketing, pour qu'il y ait des outils qui leur permettaient d'aller plus rapidement dans leur journée, par exemple pour faire des soumissions, pour présenter des catalogues interactifs qui se mettent à jour en temps réel. Fait que bref, mon but était vraiment plus axé là-dessus, mais dans le fond, je connaissais pas beaucoup le marché des petites moyennes entreprises parce que je travaillais beaucoup avec la grande entreprise de mon expertise passée. Fait que je me suis dit, comment je fais pour me mailler puis me connecter avec des gens que je connais pas nécessairement. Je connaissais pas toutes les petites et moyennes entreprises au Québec qui sont, pour moi, le fleuron du Québec, là, mais à cette époque-là, j'avais pas le business acumen, comme on dit en anglais, pour dire, ben, tu devrais démarcher telle ou telle compagnie ou c'est telle ou telle compagnie dans ce secteur d'activité-là que tu devrais démarcher. Fait que j'ai commencé à étudier LinkedIn pour trouver les bonnes compagnies. Je commençais à connecter avec des dirigeants, aller chercher mes premiers contrats grâce à ça. Puis je suis vraiment tombé en amour avec la plateforme LinkedIn, puis l'algorithme, puis la méthodologie, parce que quand j'étais chez KPMG, j'ai dit plutôt que j'avais travaillé chez KPMG, ils m'avaient enfermé dans un bureau, m'avaient imprimé un bottin ICRIC, dans le fond, qui est la liste des entreprises en industriel, puis m'avaient dit passe à travers, book des rendez-vous. Fait que j'ai passé un an à faire des cold calls. Puis la réalité, c'est que ça m'a comme brûlé. Après, j'ai travaillé chez Randstad, encore la même chose. Prends le téléphone, fais des appels. Puis la réalité, c'est qu'il a fallu que je me désintoxique de cette expérience-là. Puis quand j'ai lancé ma business, je me suis dit, ben, je peux pas arrêter le développement des affaires, je peux pas arrêter la commercialisation. Fait que comment je vais faire pour réussir à obtenir mes objectifs de vente sans nécessairement être obligé de m'appuyer sur les cold calls. Fait que c'est là que j'ai commencé à utiliser LinkedIn. Puis bref, à travers ça, j'ai développé une méthodologie. Moi puis mon ancien partenaire, on a bâti une boîte de stratégie. Puis j'ai conseillé rapidement quand même des PME, des startups. J'ai toujours aidé les startups, mais j'ai aidé des plus grandes entreprises telles Bell Media, puis Desjardins, puis tout ça. Puis à un moment donné, je commençais à trouver des idées d'innovation, d'R&D. Puis là, le côté technologique qui revenait en moi, le stratège était satisfait, mais le nerd en moi disait « Hey, tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire plus, tu pourrais scaler ce service-là. » Fait que là, j'ai parti ma propre boîte V3 qui a été l'incubateur de création, en fait, de notre technologie qui est Stant aujourd'hui. Et là, on parle quelle année environ? 2013, 2015? Je me suis lancé en entrepreneuriat en 2013, dans le fond. Fait que ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en septembre que j'ai remis ma démission de chez Apple. C'est quand même un gros moment pour moi de dire à Apple, vous êtes super fin de m'avoir choisi, mais je quitte. Mais je fais une parenthèse là-dessus, là, parce qu'on va se le dire, là, c'est probablement un des emplois qui est le plus une cage dorée au monde. Là. Ouais. Honnêtement, ça doit être tellement difficile. Il faut tellement de courage pour dire je mets une croix là-dessus pour aller me lancer dans le vide, de me lancer en bas de l'avion puis faire mon parachute pendant que je saute de l'avion. Là. On va s'entendre, c'est un petit peu ça, Alexandre. C'est clair. Oh oui, une cage dorée puis aussi un vase clos, je te dirais, parce que quand tu es dans l'univers d'Apple,
je veux dire, juste dans un Apple Store moyen, là, de taille moyenne, il y a à peu près 200-250 personnes qui travaillent là. Fait que les gens se le réalisent pas parce qu'ils rentrent dans un magasin et ils voient une vingtaine de personnes. Mais en tout, c'est 200 personnes minimum qui travaillent là. Fait que c'est comme un écosystème. Fait que l'écosystème travaille dans un vase clos. C'est des gens que tu côtoies. Puis là, il y en avait Laval, Fairview, Centreville. Ça commence à en faire du monde que tu connais. Fait que t'as comme l'impression que t'es comme justement dans un vase clos puis qu'il n'y a rien en dehors de travailler chez Apple. Puis heureusement, je l'ai fait parce que non seulement je me suis rendu compte qu'il y avait une vie en dehors de chez Apple, ça n'a pas toujours été facile. Puis tu sais, les premières années d'entrepreneuriat, c'est jamais les plus fastes. Mais reste que ça a été le fun de voir que c'est ça, il y avait tout un monde à découvrir puis un apprentissage à faire en dehors de ce vase-là. Fait que oui, une cage dorée, oui, une libération totale de voir que tu sais mes possibilités devenaient exponentielles une fois que j'étais sorti de cette cage-là. Puis, pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont peut-être dans une cage dorée puis qui se disent, je pense, j'ai peut-être une idée de quelque chose que je voudrais lancer en mode produit techno, en produit startup, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Si vous voulez passer d'un emploi directement à une startup en tech, planifier la migration. Premièrement, planifier au niveau des ressources monétaires que vous avez. Planifier au niveau de votre temps que vous allez investir dans ce projet-là. Moi, j'ai pas quitté Apple pour partir ma business, dans le fond. J'ai quitté Apple pour me trouver une job à temps partiel qui me donnait assez de revenus pour que je travaille temps plein sur mon plan d'affaires puis mon idée d'entreprise. Fait que la réalité, c'est que je travaillais 15-20 heures pour payer mes factures. J'avais pas la famille équipe de hockey que j'ai aujourd'hui. Là, je veux dire, en 2013, j'avais un enfant. Je venais d'avoir mon deuxième, en fait. Aujourd'hui, j'en ai 4. Fait que bref, les ressources financières, planifier les ressources, planifier son idée. Tu sais, une autre leçon que j'ai de chez Apple qui est très, très, très forte en moi, c'est qu'une idée, c'est une idée. Tu sais, Johnny Ive, qui est le designer principal de tous les produits Apple, là, il travaille à l'externe maintenant, il est plus chez Apple, il a fait comme moi, il a parti sa propre business. Avec plus de succès, j'en doute pas, parce que c'est vraiment comme le meilleur en design au monde. Mais reste qu'il disait, une idée, c'est fragile comme un papillon. Puis ça peut partir aussi vite que c'est arrivé, mais là où on va avoir du succès, c'est dans la structure qu'on va bâtir alentour de l'idée. C'est vraiment toute la structure, puis le détail, puis la définition qu'on va y rajouter qui va donner tout le poids à cette idée-là. Fait que c'est facile de dire, tu sais, par exemple, félicitations, je veux pas dénigrer le fait que vous avez une idée d'entreprise. Je veux dire, moi aussi, je suis parti avec une idée. Je veux dire, on a tous eu une idée au départ, mais étoffez-la. Puis la différence entre, pour moi, un entrepreneur qui est présentement en poste, qui décide de se lancer, c'est dans sa structure puis sa stratégie pour se lancer en entreprise. Dans tout le détail, je vais voir le sérieux de la démarche. J'ai déjà rencontré une de mes amies qui était entrepreneur, ça l'écoute le podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé de donner cet exemple-là, mais elle me disait, je me pars une business, je vais checker 3 mois, puis si jamais ça marche pas après 3 mois, je vais retourner à l'emploi. Mais 3 Jonathan, je pas besoin de te le dire, là. 3 mois, c'est pas assez. 3 mois, des fois, ça sonne comme une semaine dans la vie d'un entrepreneur parce que ça avance tellement vite. Oui. Pour moi, 3 mois, c'est comme, j'aurais même pas le temps de faire un virage de 45 degrés en 3 mois. Puis on est une entreprise hyper agile, là. Fait que la réalité, c'est qu'il faut se donner du temps, faut être persévérant, faut le planifier. Puis surtout s'arranger pour avoir les ressources, avoir quelqu'un qui te back. Moi, comme je vous ai dit plus tôt, ma conjointe, elle m'a aidé moralement puis psychologiquement à me lancer en entreprise, mais financièrement, elle avait un emploi à temps plein. On en avait un revenu sûr de son côté. Fait que ça a permis d'imaginer qu'on serait capable de passer une petite tempête financière temporaire en attendant que ça lève. Puis elle a été quand même assez longue dans mon cas. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu lui rendre l'appareil. Elle s'est lancée en entreprise. Puis moi, c'était moi la sécurité cette fois-ci. Fait que bref, si vous avez quelqu'un, un partenaire, un partenaire d'affaires, c'est pas obligé d'être son partenaire de vie, mais d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner là-dedans puis nous aider, ça l'aide aussi à dissiper les doutes. Donc, la recette du succès un peu dans ton cas, toi, c'est planification, d'avoir un filet de sûreté, de réfléchir à ça, mais s'assurer après ça, c'est dans l'exécution qui va faire une différence entre une idée qui va aller vraiment nulle part ou qu'on va amener ça à une business à succès, là.
Puis c'est un petit peu le challenge, tu sais, quand tu me disais, est-ce que tu es un développeur technologique ou un développeur plus en background marketing? La réalité, c'est que le technologue en moi voudrait travailler sur le produit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais la réalité, c'est que le marketeur en moi me dit, si j'ai pas de vente, comment le produit va survivre? Fait que la réalité, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux, parce que tu peux être un entrepreneur tech qui est pro-produit, mais de développer, puis ça te coûte des centaines de milliers de dollars, peut-être des millions en développement, puis d'arriver sur le marché, puis pas avoir eu le feedback d'aucun client, pas avoir eu la rétroaction, pas s'être pété la face parce que il y a un client pour qui ça n'a pas marché ou quoi que ce soit, tu sais. Je veux dire, quand on dit fail forward, c'est d'essayer des choses aussi, là. Il faut avoir l'ouverture de pivoter quand on se rend compte qu'il y a peut-être une meilleure direction où aller au bout de la ligne. Exactement. Oui. Puis au niveau de l'idéation puis ton plan, tu sais, je t'ai dit, je voulais faire de la réingénierie des processus d'affaires. Puis aujourd'hui, j'ai une plateforme technologique en AI qui aide les équipes de vente, de recrutement puis de marketing à se commercialiser au niveau B2B. Je veux dire, on s'entend que le pivot est là, puis la stratégie a changé en cours de route. Il faut se laisser une place à sentir le marché, à reconnaître les opportunités. Tu sais, moi, quand je me bookais des meetings pour vendre mes services d'expert en réingénierie des processus, je me rendais compte que les gens étaient beaucoup intéressés par ma démarche puis comment j'avais fait pour les avoir en rencontre. Fait que je me suis rendu compte, il y a peut-être un volet de développement des affaires qui est intéressant que j'ai comme sous-exploité. Puis ça restait de la tech puis de l'amélioration des processus des ventes par le social selling, mais à l'époque, je savais pas qu'est-ce que je faisais, là. Je le sais toujours pas, d'ailleurs. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que veux pas, t'as fait un peu ce qu'on appelle un voice of customer, d'aller jaser avec la clientèle, puis eux ont vu une valeur perçue dans un morceau de ton processus qui était pas nécessairement ce que tu voulais vendre, et là, t'as pivoté là-dessus. De là, à ce moment-là, J'imagine c'est 2015, 2016, t'as commencé à avoir l'idée peut-être du produit, c'est ça? Oui. Ben, en fait, 2013 à 2016, c'est beaucoup d'interventions, stratégies. Les 2 premières années, ce qui était le plus drôle, Jonathan, c'est que je le faisais puis je donnais des conseils sur comment augmenter les ventes, augmenter sa visibilité, puis j'avais étudié l'algorithme de fond en comble, mais j'avais 462 contacts sur LinkedIn. La seule personne qui venait voir mon profil, c'était ma mère. Fait que c'était souvent du bouche à oreille de gens qui avaient eu ma formation, qui avaient travaillé avec moi ou qu'on avait fait une stratégie terrain, qui me référaient à d'autres clients. Mais la réalité, c'est que j'avais pas travaillé mon brand du tout, tu sais. Puis tu parlais, il y a tout le temps un esprit, une vision, puis une personne en arrière du projet ou du produit. À l'époque, j'étais rien, là. Puis je le suis toujours, là. J'ai quand même l'humilité de penser que je suis pas Jésus numéro 2, mais reste qu'à l'époque, j'avais 462 contacts, puis j'avais pas de following. Puis je sais pas pourquoi ça m'a pris 2 ans, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, toutes ces belles stratégies que tu fais, Alex, puis tous ces beaux enseignements que tu fais à tes équipes de vente puis de marketing, ça tente pas de les appliquer sur toi, tu sais. Puis là, ça a été une autre partie où j'ai commencé à me mettre en danger, puis j'ai commencé à me marketer un petit peu plus. Puis ça a aidé à accélérer la croissance parce que quand j'ai parti V3 en fin 2017, dans le fond, qui est ma boîte de stratégie un petit peu plus avancée, axée sur la technologie, ben j'ai doublé à chaque année parce que mon brand avait été bâti, ma fondation était là, puis on a doublé. Au niveau du revenu, on a plus que doublé l'équipe, là. Je veux dire, je suis parti tout seul dans un bureau au centre-ville avec cette nouvelle idée-là de développement des affaires axées stratégie, puis tech. Puis à la fin, on était une 12aine de personnes dans mon agence, dans le fond. Fait c'est ça. C'est une stratégie de croissance, de percevoir le marché, percevoir les opportunités, puis de scaler le potentiel aussi de la business. Il y a beaucoup d'efforts là-dedans. Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2co.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2co.com, donc DEV, le chiffre 2, CEO.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et je fais une parenthèse avant de creuser un petit peu plus dans ce bout-là de ton histoire, parce que c'est super intéressant. Ouais. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, une des hypothèses, des opinions que j'ai, c'est que
la communauté qu'on développe autour de nous, entre autres par les médias sociaux puis l'Internet, va prendre de plus en plus de la valeur parce que les autres éléments vont perdre la valeur au bout de la ligne. Donc, la connaissance va perdre la valeur. L'accessibilité de la connaissance est beaucoup plus facile. C'est un bon point que tu dis que tu as mis les bases pour être capable de propulser ton entreprise de l'avant. Et je pense que c'est important pour n'importe quelle startup ou quelqu'un qui veut développer une startup en avant, le fait de tout de suite commencer à se bâtir une communauté, un auditoire, d'avoir des gens ciblés à qui qu'on parle puis qu'on entretient des conversations intelligentes. Ça finit toujours par payer au bout de la ligne. Puis je pense que cet actif-là, qui est souvent sous-évalué par les entrepreneurs, va devenir tellement un actif important devant nous. Fait que c'est un bon point que tu apportes. Et de là encore plus l'importance de ton produit là, que tu as développé pour aider les gens à bâtir leur communauté puis aller de l'avant. Là. Puis l'idée de la tech, dans le fond, est venue quand même assez rapidement. Quand j'ai lancé V3, dans le fond, on avait un partenariat exclusif avec une technologie qui avait été développée aux États-Unis, à Atlanta, pour être plus d'accord. Puis la réalité, c'est que pourquoi on avait un partnership avec une firme technologique des États-Unis, c'est arrivé par hasard. On a commencé à utiliser leur plateforme, puis à un moment donné, le CEO nous appelle et dit « Je sais pas qu'est-ce que vous faites ou c'est quoi vos stratégies, mais vous avez 3 fois les résultats sur notre plateforme que le client moyen. » Fait que là, j'y ai expliqué, c'est basé sur comme 6 ans d'études de l'algorithme puis des possibilités, puis on a fait du A/B testing. On s'est planté des fois, mais à force de pratiquer puis de jouer, c'est comme n'importe quoi. Là, tu veux apprendre la guitare, ça te prend 1000 heures puis tu vas devenir un expert. C'est la même chose dans ça ici, mais c'est plus 1000 heures, c'est rendu des dizaines de milliers d'heures. Fait qu'ils nous ont appelés puis on a comme fait OK, on va travailler ensemble, puis on a commencé à travailler ensemble. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte des limitations de la technologie que j'utilisais, puis des possibilités, puis des idées commençaient à rentrer dans mon cerveau, puis là, j'ai regardé les outils sur le marché, puis j'étais comme, c'est cute, c'est semi-efficace, mais c'est pas là où, tu vois la business dans 3, 5, 7, 8 ans. Fait que c'est là que j'ai été poussé vers l'idée de pourquoi on développerait pas la tech à l'interne basée sur toutes les années d'apprentissage puis d'expertise, toutes les erreurs puis les succès qu'on a vécus. Pourquoi on transfère pas ça dans la tech pour pouvoir le scaler à son plein potentiel? Et là, quand tu es arrivé à ce constat-là, j'imagine que tu avais 2 options. Là. Tu pouvais aller à droite, peut-être d'offrir à cette compagnie-là d'acheter une partie du code ou d'acheter l'entreprise ou de bâtir à zéro. Est-ce que tu as eu ces 2 options-là? Puis qu'est-ce qui fait que tu as tourné à gauche plus qu'à droite? Je suis allé à Atlanta. J'ai passé une semaine avec le CEO là-bas. Puis il est venu à Montréal. On s'est assis devant un tableau blanc. Puis on a imaginé c'était quoi la suite, puis c'était quoi le futur de la business, dans le fond. Puis sur le coup, je me suis rendu compte qu'il était confortable dans ses souliers. C'est-à-dire que la business a généré une couple de millions par année. Il n'y avait pas besoin vraiment d'innover, qui était pour continuer de vendre des licences. Qu'il n'y avait pas nécessairement un désir aussi grand que moi de révolutionner le marché. Fait que c'est là qu'au niveau du valeur, puis du culture fit, ça a moins fonctionné. J'ai quand même pris une solution mitoyenne, par exemple. De dire qu'on a tout développé la tech à l'interne, c'est pas nécessairement vrai. Comme je te disais, on avait parti notre bureau au WeWork au centre-ville de Montréal. Puis à un moment donné, on a doublé de taille. Puis j'ai changé de bureau. Puis ceux qui ont pris mon ancien bureau, en fait, c'est Philippe et Olivier, que je salue d'ailleurs. Philippe et Olivier commençaient à bâtir une technologie basée sur les mêmes principes de ce qu'on voulait bâtir. Fait que entre 2 rencontres, je m'en vais me chercher un café, je vais voir les nouveaux locataires de mon ancien bureau, puis on commence à discuter, puis c'est là qu'on voit qu'on travaille dans la même zone d'expertise, puis dans le même potentiel, puis je commence à discuter avec Philippe sur ma vision du futur du social selling, du recrutement, d'employés advocacy, puis tout ça. Puis Philippe avait des super bonnes idées, c'est un visionnaire. Mon partenaire, Philippe, est une grosse raison du succès de la business d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un genre de Elon Musk québécois. Malgré qu'on se rejoint beaucoup dans la vision puis de où on voulait partir ça. Fait que bref, on a commencé à se courtiser. Mon agence a continué de grandir. Eux, ils bâtissaient la tech. Puis à un moment donné, après 2-3 ans de transférer de l'info, de se courtiser un petit peu, on a officiellement fusionné les 2 business qui est devenu V3 Stamp dans le fond. Fait que dans le fond, ça a vraiment été un partenariat qui s'inscrit dans l'ADN de la culture de l'entreprise, qui est basé sur la collaboration. Vraiment, sans rien demander en retour, sans attente au départ, juste dans le désir de vouloir pousser ça le plus loin possible.
Puis on s'est vraiment trouvé des atomes crochus au niveau valeur pour bâtir ça ensemble, dans le fond. Puis c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et là, cette fusion-là a eu lieu en quelle année? Il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. Je peux dire 3 ans environ. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et là, à ce moment-là, vous êtes déjà avec un produit qui est fonctionnel. Vous décidez de délaisser le côté service. Qu'est-ce qui se passe dans cette transition-là? Je suis curieux. Ouais, ben, la transition est pas nécessairement simple parce que les gens, ça dépend toujours du niveau d'éducation des gens dans ta discipline. Ça donne que l'utilisation des réseaux sociaux en B2B, dans le fond, en business to business, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'entreprise qui fait affaire avec d'autres entreprises. C'était pas nécessairement démocratisé ou bien installé dans la culture des entreprises, surtout au Québec. Plus en Europe, un peu aux États-Unis, mais un petit peu moins au Québec. Puis quand j'ai commencé, on était comme 6 spécialistes LinkedIn. Là. Puis aujourd'hui, il y en a 6000. Puis probablement que les auditeurs se font spammer leur boîte de gens qui leur promettent des centaines de leads par semaine ad nauseam. Puis ça, c'est pas pour moi des spécialistes LinkedIn, là, c'est des vendeurs. Tout ça pour dire que le marché a rencontré l'opportunité à un moment donné. Puis on est passé de 6 à 6 000, comme je te dis, mais quelque part dans le milieu, l'opportunité est devenue vraiment intéressante. La plateforme qu'on a fusionnée était prête on avait bâti un MVP déjà. La réalité, c'est qu'on n'aurait pas fusionné une business qui générait quand même un bon revenu, qui était profitable, avec une technologie qui n'était pas prête à être commercialisée. Fait que notre but, ça a été d'attendre que la plateforme soit prête à commercialiser pour que la journée où on s'appelle V3 Stand, ben, on a un produit qui est stand, qui est prêt à être commercialisé, qui est prêt à être utilisé par les clients. Il n'était pas parfait. Encore là, on n'a pas attendu que ça soit la version 2.0 qu'on est en train de lancer dans les prochaines semaines. On avait un produit qui fonctionnait, que les clients étaient satisfaits. On a fait quelques proof of concept avant de fusionner, justement pour s'assurer que la méthodologie puis le business fonctionnait. Puis quand on a fusionné, là, on était prêt à être commercialisé. Au début, pour revenir à ta question, hybride, stratégie conseil, parce qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire dans le marché. Les gens ne savent pas trop comment s'y prendre, ne connaissent pas nécessairement la plateforme. Fait que beaucoup d'accompagnement, directeurs de compte qui font la stratégie. J'ai eu la chance de travailler avec plein de gens merveilleux et magnifiques, des maîtrises en marketing, des gens qui étaient là pour le client, hyper empathiques. Puis eux, ils s'occupaient de faire un petit peu plus un clé en main parce qu'on voulait pas trop en déléguer aux clients, mais plus on a migré là-dedans, plus les gens sont sensibilisés à l'opportunité, plus on rend la plateforme autonome, moins on a besoin de cette espèce de handholding-là. Fait que la transition est encore en cours, je te dirais, elle n'est pas complète, mais avec les nouvelles fonctionnalités qu'on lance dans les prochaines semaines, on s'en va de plus en plus vers une plateforme qui est autonome, qui, oui, peut avoir besoin de conseils, mais on n'est plus nécessairement la centrale d'intelligence est plus rendue dans la plateforme. Tu sais, on a vraiment fait une migration de service heavy, peut-être 80% service, 20% plateforme, à aujourd'hui l'inverse, 20% service, 80% plateforme. Puis avec l'AI, puis tous les conseils qu'on peut avoir, puis d'autres spécialistes LinkedIn qui utilisent la plateforme ou qui nous réfèrent des clients parce qu'ils voient le potentiel, puis comprennent la démarche scientifique en arrière de ça, ben de plus en plus on devient autonome. Fait que, tu sais, la transition se fait graduellement, pas du jour au lendemain, mais plus on gagne des jalons, plus on rajoute des features d'autonomie, plus on peut se départir de notre tag d'agence d'accompagnement, dans le fond. Pas qu'on veut pas le faire, puis si les gens ont des questions, on va toujours être là, mais reste que si tu veux avoir une business SaaS qui scale, tu peux pas être 80% service, 20% plateforme. C'est ce que je m'en allais dire. Dans le fond, là, le but, c'est vraiment de transférer, comme tu dis, de service à produit, que le système soit tellement simple qu'il n'y ait plus nécessairement besoin d'un accompagnement humain. Et là, la croissance, elle est vraiment appréciable par la suite. Oui. Aujourd'hui, au niveau de l'organisation, ça ressemble à quoi, là, V3 Stand puis Stand? Tu parlais de la version 2.0 aussi. Peux-tu nous parler un petit peu de ça et mettre également l'auditoire en contexte de le produit? On l'a effleuré tantôt ce que ça fait, mais je pense que c'est le bon moment d'expliquer le produit puis l'organisation. OK. Ben, dans le fond, pour expliquer le produit brièvement, c'est une plateforme, dans le fond, un web app qui a une application sur le Google Play Store et l'App Store compagnon qui permet à des entreprises de guider des stratégies de recrutement, de vente ou de marketing sur LinkedIn ou par courriel ou même par SMS pour certains clients aux États-Unis pour aller chercher son audience, la trouver premièrement, s'assurer qu'elle est hyper stratégique puis bien délimitée, bâtir cette audience-là, comme on bâtirait un canal de radio. Par exemple, si j'imagine que ce podcast-là est 100%
relayais à mon audience, qui est mon audience potentielle. Mais là, à ce moment-là, j'ai plus de chances de convertir des clients. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit l'audience pour une compagnie à partir d'un réseau de personnes, d'ambassadeurs. Quand tu dis l'humain doit être en avant de la technologie, ben nous, c'est vraiment comme ça qu'on le prend, la stratégie. C'est-à-dire qu'on détermine qui sont les humains qui ont l'expertise au sein de boîte ou qui ont des objectifs à atteindre, que ce soit en recrutement ou en vente, pour les faire rayonner sur LinkedIn à leur plein potentiel. On bâtit une audience pour chacun d'eux selon leur objectif spécifique. Puis, on mesure le degré de succès qu'on a avec cette audience-là en temps réel pour savoir, par exemple, s'ils s'inscrivent à un webinaire, s'ils téléchargent un white paper ou un e-book. Puis, bref, on peut exporter l'audience qu'on a créée aussi ensuite sur différentes plateformes. Fait que, bref, ce que ça sert, c'est qu'on permet aux compagnies de s'approprier leurs données. Fait que leur audience, elle va être 100% connue. Elle va être dans leur système, que ce soit leur CRM ou leur ATS. Puis ils vont pouvoir y retourner puis créer ce canal de communication-là direct avec leur audience qui va les rendre moins dépendants à des firmes comme moi avant, là, mais des firmes d'accompagnement marketing ou Google ou Microsoft ou Meta encore pour avoir à payer pour parler à une audience. Quand tu l'as ton audience dans ton système ou tu as déjà ce canal de communication-là, j'ai pas besoin de payer pour te parler. J'ai juste besoin de te parler. Fait que ça facilite grandement les échanges puis la croissance qu'on dit organique quand on a un bon réseau, qu'on a un bon data, que ça soit pour des ventes ou du recrutement. Tu sais, quand j'ai un pool de données d'un paquet de candidats potentiels, ben puis je le sais c'est qui les meilleurs candidats là-dedans, ben j'ai pas besoin de retourner la prochaine fois que j'ai un poste similaire qui s'ouvre ou quoi que ce soit. Je peux juste échanger avec ces gens-là qui sont dans mon réseau. Fait qu'en gros, ça, c'est ça le produit. Je veux faire une parenthèse avec l'auditoire. J'ai eu la chance d'échanger en rencontre exploratoire avec Alexandre sur le produit. Allez voir ça, v3stand.com. J'ai transféré l'information à notre directrice d'acquisition de talent et culture chez OpenMind, également l'information à notre directeur marketing ici. Et j'ai pas vu la plateforme en démo, mais eux ont eu la chance d'échanger avec, je pense, soit avec toi ou avec ton équipe. Et le feedback que moi j'ai eu des deux personnes ont fait, wow, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce produit-là. Moi, c'est l'écho que j'ai eu de ma gang ici. Fait qu'il y a fort à parier qu'il va sûrement avoir du mouvement ensemble. Mais ceux qui nous écoutent aujourd'hui, allez voir ça. Prenez un petit rendez-vous avec l'équipe là-bas pour une démo ou envoyez un petit message à Alexandre Bouchard. De mon feeling, de ce que j'ai entendu, je pense que vous détenez une technologie ou quelque chose qui est vraiment unique dans le marché et que les entreprises auraient un grand avantage sur la compétition à l'utiliser. Fait que là, je lance ça dans les airs et allez voir ça. Allez voir ça, v3stand.com. Mais tu sais, quand on parlait du besoin, là, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas à quel point c'est important d'avoir leur data, de connaître leur audience, d'être capable de parler avec eux sans avoir d'intermédiaire qu'on paye. Puis quand je te dis de créer une plateforme qui permet de répondre à un besoin que peut-être les gens avaient pas vu au départ, mais j'ai des clients que des fois ils sont même plus clients chez nous, mais 5 ans plus tard, ils me disent « Hey, j'ai eu un contrat avec Walt Disney à cause que j'avais connecté dans le temps que j'étais avec vous. Dans le fond, vous aviez bâti ce réseau de contacts-là pour moi. C'est grâce à vous si j'ai réussi à signer ce contrat-là. » Mais tu sais, ça y a pris peut-être 4-5 ans avant d'arriver puis d'avoir une conclusion ou une épiphanie puis de dire « Hey, je me rends compte de toute la puissance de ce que j'ai créé, mais ça me fait chaud au cœur d'entendre des choses comme ça parce que la réalité, c'est ça qu'on veut faire. On veut permettre aux gens d'activer tout le potentiel de leur business. Et ce qui est spécial dans ce genre de développement-là de produits, quand on a une technologie qui est un peu d'avant-garde, c'est pas évident de transmettre au prospect ou à l'usager le fameux aha moment, de dire là, hey, il y a quelque chose là, faut qu'il l'essaie, on le voit nous dans notre produit, exemple chez OpenMind, berrycast.com, on le sait que ça change la vie des gens, on sait que l'impact elle est énorme, mais il y a quand même une friction à les amener, à l'utiliser, à développer une routine et à finalement arriver au fameux aha moment. Ce qui m'amènerait, Alexandre, de peut-être t'amener là, comment vous faites à date présentement pour réussir à essayer de passer à travers cette friction-là? C'est quoi vos meilleures pratiques pour la partie mise en marché? Puis si tu avais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, là. Je fais beaucoup d'éducation. C'est-à-dire que j'offre des formations autant à nos clients que je vais donner des conférences. J'essaie vraiment d'être une espèce d'éclaireur pour les gens qui pourraient s'intéresser à
cette possibilité-là pour qu'ils comprennent c'est quoi les opportunités, puis comment moi, personnellement aussi, j'ai été changé puis transformé à travers ça, parce que la réalité, c'est que je suis passé d'un entrepreneur qui avait beaucoup de difficultés à faire démarrer son projet à énormément de visibilité, puis on parlait avant le podcast, je veux dire, visibilité internationale, je m'en vais à Dublin, à Londres, dans quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast-là. Je veux dire, c'est des possibilités que j'aurais jamais pu imaginer. Puis c'est, j'ai pas peur de le dire, c'est la méthodologie, puis à quelque part la plateforme Sten qui m'a permis d'acquérir ce succès-là. Fait que c'est plate de dire, puis je veux pas être le genre de gars qui vend des livres, comment faire 1 million, puis dire, puis la solution c'est vendre des livres qui disent comment faire 1 million. Là. Mais la réalité, c'est que je me suis approprié mon data. J'ai une bonne connaissance de mon audience. Je suis vraiment dans la gratitude par rapport à la participation de mon audience sur mes publications puis tout ça. Je suis chanceux de l'avoir. Je le prends pas pour acquis. Ils me font confiance et je veux leur donner. Je donne énormément de valeur dans mon réseau. D'ailleurs, j'ai une formation sur le social selling qui est gratuite en permanence sur mon profil parce que je veux aider les gens que vous ayez 100 000 piastres à investir chez nous ou $0. Je veux dire, je vais être capable de vous aider. Fait que, tu sais, la mission d'éducation, quand on veut faire une différence, c'est de donner de la valeur sans nécessairement rien attendre en retour. Pour revenir on va avoir fait beaucoup de background sur Apple, là. Mais Steve Jobs disait, la journée où tu commences à avoir le plus d'impact, c'est la journée où tu te rends compte que si tu pokes quelque chose quelque part ou quelque chose dans l'univers, il va y avoir une réaction qui va se produire. Puis c'est vraiment ça, c'est d'y aller sans attendre nécessairement rien en retour. C'est sûr, on a tous besoin de gagner notre vie, mais commencer par donner, puis éventuellement, ça va vous revenir. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est soyez généreux de votre temps, de votre expertise, éclairer la voie. Si vous avez une nouvelle méthodologie, nouvelle solution, une nouvelle façon d'approcher tel ou tel problème, qui soit hyper complexe ou hyper simple, peu importe, allez-y dans l'éducation, puis faites-le avec bienveillance, puis j'ai vraiment l'impression que ça va vous aider à avancer plus. Question pour toi, Alexandre. Si tu avais à te donner un conseil à ton toi-même, il y a 10-11 ans, là, ouais. Quel serait le conseil que tu aurais aimé te dire en rétroaction, là? Il y a personne qui a accompli des grandes choses en devenant champion de NHL 2013. Trop d'heures gaspillées là, Alexandre? Oui, définitivement. Tu sais, on parle de travail hybride, c'est pas tout le monde qui est confortable avec l'idée de partir sa business, travailler de la maison. Il y a des distractions, il y a de l'accessibilité à du divertissement à valeur pauvre, à proximité. Fait que qu'est-ce que je pourrais dire à mon ancien moi? Ouais, vraiment d'essayer de limiter ces zones de. Peut-être que j'avais besoin du break aussi, là. En même temps, ça m'a aidé. Je suis vraiment devenu très bon à NHL 2013, moins à 2023, là, mais j'ai pas beaucoup d'heures. Mais vraiment se concentrer. Si on veut changer le monde ou si on veut faire quelque chose d'important, ben il y a rien qui se bâtit sans effort, malheureusement. Fait que t'as beau avoir le meilleur esprit ou la meilleure idée ou le plus haut niveau d'intelligence, ce que je dis pas que j'ai, mais je parle plus à l'auditeur. Tu t'accompliras rien sans effort. J'aime beaucoup ton concept de l'accessibilité à du divertissement à valeur pauvre. Je pense que ça, je vais le graver dans ma mémoire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que c'est le fil conducteur souvent entre beaucoup d'entrepreneurs à succès, c'est qu'ils savent limiter cette partie-là puis d'investir le peu de temps qu'on a disponible dans des activités à haute valeur ajoutée ou dans augmenter leurs connaissances en lien avec leurs plus gros problèmes qu'ils ont au moment pour réussir à se rendre à destination, là. Mais ça en prend du temps de divertissement. C'est juste qu'il faut pas qu'il soit disproportionné par rapport au temps de travail. La réalité, c'est que souvent, c'est dans les zones où il y a rien que le nouveau va se créer. Fait qu'il faut se laisser du temps libre dans l'horaire. On peut pas faire du Zoom hopping à l'infini pendant 3 ans. Je veux dire, on va se réveiller puis on va avoir 3 ans de plus. Puis on l'a tous vécu avec la pandémie, là. Je veux dire, on a à quelque part presque l'impression qu'on a perdu 2 ans, là. Mais imaginez si vous faites, tu sais, si vous courez sans cesse, vous n'aurez jamais la perspective. Ça fait du bien ou des fois aussi de s'arrêter, avoir un petit peu plus de perspective, regarder c'est quoi les nouvelles opportunités, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Tu sais, présentement, on est à quelques semaines d'une révolution d'AGI ou d'intelligence artificielle générative. Le monde va changer.
Fait que si tu te donnes pas le temps de penser à c'est quoi les opportunités, tu sais, je regarde à Barry Cash, justement, j'ai eu la chance d'avoir une démo de votre implémentation d'intelligence artificielle. Je veux dire, ça se crée pas dans des zones de non-stop de travail. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes puis tu dis, OK, on est rendu où on va aller? Est-ce que notre vision puis nos actions sont en ligne? Puis, fait qu'il faut se laisser mais encore là, tu sais, je te dis, il faut se laisser du libre, mais c'est du libre qui permet de se reconcentrer sur les choses importantes et non pas juste le gaspiller. Fait qu'à 43 ans, je peux dire que il y a une couple de mes années que j'aurais aimé peut-être envisager différemment au niveau de mes actions. Je serais probablement plus loin aujourd'hui si j'avais la maturité à l'époque que j'ai aujourd'hui. Effectivement, puis je fais 2 parenthèses là-dessus. Luc Filiatro, qui est un entrepreneur à Montréal que j'idéalise beaucoup, qui a accompli de très, très, très grandes choses, a déjà dit, on peut pas tirer sur une fleur pour la faire grandir plus vite. Fait que des fois, on se pose cette fameuse-là question, qu'est-ce qu'on s'aurait dit? Mais en réalité, c'est un apprentissage en cours de route qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui. Puis, mais faut quand même essayer de voir comment qu'on peut s'optimiser à travers le temps puis de maximiser son temps définitivement. Oui, définitivement. Puis, tu sais, le but, c'est pas de devenir un robot, trouver des zones pour se divertir puis de décrocher, jouer au hockey à chaque dimanche soir. Je peux te dire que je pense pas à Stan pendant que je suis en train d'essayer d'arrêter la balle parce que je joue au hockey balle, mais reste que tu sais, c'est important d'avoir du temps pour soi aussi. Mais reste que c'est pas juste ça. C'est pas juste ça aussi. Surtout si on veut créer un projet qui change la vie des autres. Tu sais, faut pas juste penser à soi. Ouais, c'est ça. Je trouve intéressant aussi le concept de se donner du temps pour regarder les opportunités. J'avais un échange similaire avec, je salue Vincent Nicoletti, s'il est à l'écoute, de Pneus Nicoletti. Puis il m'expliquait qu'il réservait toujours à peu près 1 heure par jour dans son calendrier pour à rien autour de lui puis dire sont mes opportunités. Puis il m'a dit ça il y a 2 semaines, j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement brillant. Puis là, j'essayais de changer mon calendrier pour les prochaines semaines. Je trouve ça intéressant ce concept-là, mais d'essayer de l'avoir peut-être de planifier à l'horaire pour le faire. C'est plus facile à dire quand l'entreprise a une certaine aire d'aller parce qu'au début, on a tellement de chapeaux puis on est juste en train de répondre aux urgences. Mais encore là, le marché change vite. Tu disais, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner plein de choses. Ça crée des opportunités. Ça peut remettre en question nos modèles d'affaires aussi. Fait qu'il faut se garder du temps au bout de la ligne. Super important. Oui, parce que si on continue de foncer dans une direction puis le monde s'en va dans une autre direction, à un moment donné, tu sais, ça peut être 3 degrés de différence. Au départ, le 3 degrés il est facile à accomplir parce que la distance est peut-être de 10 cm, mais donne 6 mois à ça, puis t'es rendu à 1000 km de distance du point de réconciliation. Fait que ça aussi, c'est un impact. Et pour donner quelque chose de très imagé, canadien versus Steve Jobs, on va nommer BlackBerry. Ouais. BlackBerry était 3 degrés à côté de là où ce que le marché s'en allait. Et où est BlackBerry aujourd'hui? Mon Dieu, c'est ça. Il y en a beaucoup au marché aux puces Saint-Eustache, par exemple. C'est juste ça. Ça doit être probablement même pas activable au bout de la ligne. Je m'excuse pour les auditeurs internationaux qui ne comprendront pas la référence. Exactement. Je te pose une question crève-cœur, Alexandre. Oui. En entrepreneuriat, il y a toujours des moments où qui sont extrêmement difficiles, là, qu'on est des fois en petite boule en dessous de son bureau, puis on se dit, mon Dieu, là, c'est trop, c'est terminé, j'en peux plus. Puis qu'on se dit, on se remet en question, là. Est-ce que tu as eu un ou plusieurs moments, puis s'il y en a un que tu serais intéressé à nous partager, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces moments-là. Qu'est-ce qui est arrivé, puis comment tu as réussi à passer à travers ce moment-là? Ouais, ben j'ai eu plusieurs moments où j'appelle ça, je vais aller faire des bagels chez Tim Hortons à la place. J'en ai eu quelques-uns. Plus spécifiquement, un projet, ben tu sais, l'AI, c'est tricky parce que si on parle de l'AI, il y a du monde qui vont parler de ChatGPT, puis on va dire, c'est facile, tu as juste à plugger l'API, donner les bonnes queries, puis ça va donner une réponse, mais c'est pas ça l'AI. Quand tu développes des algorithmes d'AI ou d'intelligence ou de business, de BI, ça te prend du temps, puis la réalité, c'est que là, encore là, on parle d'une révolution. Là, je pense pas que les projets vont être aussi à risque qu'avant, mais il fut un temps où on disait que 80% des projets AI qu'on menait au monde, dans le fond, arrivaient pas à être commercialisés. Fait que ça, c'est 4 projets sur 5, Jonathan. J'ai pas besoin de te le dire. Puis nous, on fait beaucoup d'intégration d'AI puis de développement d'intelligence artificielle. Fait à chaque fois que j'en pars un, j'ai une chance sur 5 de réussir. Fait que c'est sûr que sans le nommer spécifiquement, on a été chanceux parce qu'on n'en a pas eu qui ont eu un échec retentissant ou qu'on est obligé de canner.
mais les délais puis le temps, tu sais, quand tu commences à développer une tech, je dis tout le temps, quand tu développes un module ou tu développes une technologie, tu sais quand ça commence. Tu peux dire à ton équipe, hey, on a commencé le 7 janvier 2021. Tu as peut-être une idée de l'horizon où tu espères que ça finisse, mais selon le degré d'ambition, puis souvent, je veux dire, plus ambitieux, plus complexe la plupart du temps, là, high risk, high reward, mais il y en a qui sont low risk, high reward aussi, là, puis comme là, le ChatGPT, c'est du low risk, high reward, on s'entend, là. Mais quand tu développes un projet high risk, high reward, tu sais quand il commence, mais tu sais pas quand est-ce qu'il va terminer. Fait que c'est sûr que dans des délais tech ou des délais de dire à un client, hey, on était supposé te livrer ce nouveau module-là, cette nouvelle feature-là dans un mois, mais finalement, ça va en prendre 3 de plus, par exemple, parce qu'on n'avait pas envisagé qu'on avait cette donnée-là à colliger ou on avait à normaliser certains des titres ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est décevant. C'est décevant parce que quand tu as passé ta vie puis tu as un background en développement des affaires puis que malheureusement, t'es né avec un besoin de plaire quand même anormalement élevé comme le mien, de dire à un client que ça n'a pas marché, de dire à un client que t'es pas prêt ou qu'il y a des délais, c'est sûr qu'à chaque fois, moi, ça me casse en mille. Là. Je pense que j'ai appris avec le temps à faire face à ce genre de situation-là, puis être transparent puis honnête avec les gens, puis de leur dire ce qu'il y en est, puis d'attendre leur réaction. Puis je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire les vraies choses, d'expliquer exactement les raisons pourquoi telle ou telle chose n'a pas fonctionné ou on n'a pas réussi à faire avancer. Puis dans le fond, quand tu te rends compte que d'avoir une discussion corsée ou difficile des fois, ben c'est la meilleure façon d'avancer ou même que ton client va l'apprécier encore plus si tu es totalement transparent parce qu'il va comprendre les impacts que ça a sur ta business aussi. Là, je veux dire, on s'entend, Jonathan, lancer une feature en retard, 2-3 mois, c'est 3 mois de salaire de plus que tu vas verser. Ça a des impacts assez considérables. Là. Puis ça, c'est l'aspect financier aussi. Là. Je veux dire, quand tu te dis, OK, j'avais du budget pour X, mais je suis obligé de l'allonger de 75% ou quelque chose comme ça. Tu regardes l'impact. Plus la compagnie devient grosse, plus les investissements sont gros. Fait qu'on dit toujours bigger company, bigger problems. C'est pour ça qu'ils disent fail early, hein? Parce que la réalité, c'est que l'impact d'une mauvaise livraison quand ta business fait une couple de millions est beaucoup plus grand que quand ta business fait une couple de dizaines de milliers ou de 100 000. Les gens pensent que c'est moins grave justement parce que tu as le revenu, mais la réalité, c'est tout autre. C'est que tu as une machine à... Tu sais, plus la business accroît, plus tu as des dépendances. Fait que encore là, c'est ça. Ça donne des moments qui sont plus difficiles. J'aime l'aspect que tu apportes au niveau de vouloir plaire à tout le monde, parce que je pense que c'est une qualité qui vient vraiment rassembler beaucoup d'entrepreneurs, qu'on veut plaire aux gens, donc ce qui fait qu'on performe beaucoup, qu'on va se dépasser, qu'on va aller chercher de l'énergie supplémentaire pour arriver à nos fins. Mais tôt ou tard, ça nous joue vraiment un tour. Dans certains cas, surtout s'il y a des livrables à faire, des fois, on est mieux d'avoir excusez-moi l'anglicisme, straight talk de bullshit free zone pour être capable de dire on a échoué là, voilà ce qui arrive, voici où ce qu'on s'en va, parce que sinon, on fait juste amplifier une grosse boule de neige et qui cause problème au bout de la ligne. Puis ça, c'est pas évident en tant qu'entrepreneur là, d'être capable de mettre son pied à terre puis de dire les vraies choses. Tu parlais également de côté de livrer rapidement. Là, on a épisode 28, une série qui débute sur l'agilité pour les développements. Donc, on parle entre autres du pourquoi de livrer rapidement. Donc, je vous réfère à l'épisode 28 du podcast Pivot. Je vous réfère justement de... Double down. Non, mais c'est souvent en tech, surtout après avoir fait un pivot. Tu sais, je veux dire, une entreprise de service, c'est un petit peu plus prévisible. Je veux dire, j'ai tel nombre de ressources, j'ai tel nombre de contrats, j'ai autant d'heures à fournir par semaine. Je veux dire, les variables sont, tu sais, A, B, C, X, Y, peut-être 5 variables, mais quand tu es en tech, les variables sont genre, il faut que tu réussisses à les contrôler, mais tu t'hérites d'un set de variables qui est beaucoup plus complexe, puis on parlait d'intégrale, puis d'algèbre vectorielle et linéaire au dîner avec l'équipe, puis mes connaissances sont rendues un petit peu plus loin dans mon cerveau. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais reste que ça devient des équations qui sont un petit peu plus complexes à gérer. Fait que c'est sûr que des fois, tu te dis, dans la complexité, mettre du beurre sur un bagel, puis donner à quelqu'un, puis dire, voici ton bagel au beurre, des fois, ça te donne le goût, c'est tentant. Effectivement.
J'ai beaucoup dans ma tête le concept qu'on est un peu ce qu'on lit ou les formations dans lesquelles on s'abreuve, ça nous permet d'évoluer puis d'être une personne X aujourd'hui. Je serais curieux de savoir de ton côté, Alexandre, est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes aux gens qui nous écoutent, qui a fait une différence de ton côté, ou un podcast ou une formation que tu dis ça, là, ça m'a vraiment aidé, puis je pense que ça peut peut-être aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est drôle, hein? Je vais y aller avec le personnel. J'en donnais un personnel, un livre qui est... moi, je suis pas un être ultra religieux. Je suis désolé pour les gens qui le sont. Je veux pas que vous me jugiez. Mais la réalité, c'est que je suis un fervent admirateur de Paulo Coelho, le romancier. Puis, il y a un petit guide pour les gens qui ont une mission d'éducation ou d'éclairer les gens. Ça s'appelle le Manuel du guerrier de la lumière. C'est comme ma Bible. À chaque fois que je trouve que je me perds dans mon désir d'enseignement ou quoi que ce soit, je reviens là-dessus, puis ça me recentre sur les bases. Encore là, je suis capable de sculpter un petit peu qu'est-ce qui est plus religieux, parce que c'est quand même un fervent croyant, ce Paulo. Mais reste qu'il y a des enseignements moraux et psychologiques où il y a comme un reset qui se fait quand je lis ce livre-là, puis ça m'aide à m'améliorer. Puis soit j'y avais pas pensé quand on avait quand tu m'avais posé la question, mais pour moi, c'est comme mon livre fétiche auquel je retourne quand j'ai besoin de me recentrer sur mon why. Le deuxième, ça serait From Zero to One de Peter Thiel. Pourquoi? Parce que si j'avais voulu partir une business comme celle de toutes les autres ou être un copieur ou avoir un autre business, ça serait probablement pas un livre que j'aurais choisi, mais dans le but de créer un nouvel outil ou quelque chose dont les gens ne savaient pas qu'il y avait de besoin, mais maintenant qui devient indispensable. Je pense que ça, c'est comme le guide ultime de comment faire de l'innovation pure. Puis malheureusement, l'innovation pure, il y en a de moins en moins. On a l'impression que l'innovation technologique, c'est all that, là, mais la réalité, c'est que la plupart de la richesse des dernières années dans le système économique mondial a été faite par les banques et non pas par l'innovation. Fait que bref, à changer avec l'AI encore une fois, là, qui risque de bouleverser un petit peu l'innovation dans les prochaines années. Mais reste que si on veut se lancer dans une idée qui est c'est quand on est peut-être un petit peu assez naïf pour penser qu'on va changer le monde. Ce livre-là est un bon point de départ pour bâtir la structure alentour de l'idée. Mais il faut partir avec l'idée qu'on va changer le monde, parce que c'est ce qui fait que je pense c'est le pas nécessairement le why, mais la braise qui fait qu'on est capable d'avancer puis d'aller loin puis de créer des choses exceptionnelles. Fait que j'aime ce que tu apportes à l'auditoire présentement. Parfait, merci. Avant qu'on se quitte, je vois le temps qui file parce que là, on a beaucoup de sujets. J'ai plein d'autres questions que j'aurais aimé te poser. Je t'invite on regardera si tu es intéressé là, à venir parler de LinkedIn puis du système d'automatisation que tu offres là, dans ta plateforme. Fait qu'on pourrait peut-être refaire un épisode là-dessus. Mais avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu aimerais aborder ou mentionner avec l'auditoire? Ben en fait, non. Souvent, la seule leçon que je veux laisser aux gens, c'est oser. Oser le changement. Si vous avez l'impression ou si vous avez le désir de faire une marque, de laisser votre marque ou de changer quelque chose, ça commence par des actions. Fait que bref, faites-le, pour pas reprendre le slogan de Nike, just do it, mais la réalité, c'est que c'est important de préserver ça chez les gens qui l'ont, en fait. Ce désir de vouloir changer les choses, de vouloir faire avancer les choses, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de gens réceptifs que vous allez le croire au départ, si vous avez fait votre travail, là. Puis oser. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, mais qui les gardent pour eux dans la peur de se le faire voler ou dans la peur de se faire prendre un concept ou quoi que ce soit. Moi, je suis hyper généreux sur nos innovations. J'ai même montré notre UI de notre nouvelle version 2.0 sur LinkedIn hier, parce que j'ai pas peur de me faire voler mes idées. Dans le fond, je sais quelle démarche j'ai pris, puis si je me fais voler, puis il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, fine. Je veux dire, la réalité, c'est que c'est beaucoup mieux d'être dehors en train de parler d'idées, puis de changement, puis d'innovation, que de rester dans son garde-robe, puis de garder l'idée pour soi. Je veux dire, c'est en échangeant avec le monde qu'on va apprendre aussi, puis qu'on va continuer d'avancer. Fait que si vous avez une bonne idée, puis parlez-en à quelqu'un. Je veux dire, ça peut être n'importe qui, mais parlez-en à quelqu'un, faites-le avancer. Puis si c'est de la tech, puis vous n'êtes pas à l'aise à la tech, trouvez-vous un collaborateur potentiel qui comprend plus la tech. La réalité, c'est que on a besoin d'innovation dans le monde. C'est ce qui nous permet de nous améliorer.
si vous avez ça en dedans de vous, ben allez-y, foncez. C'est tout. Et pour revenir à un propos que tu as dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, on mentionnait qu'une idée, selon l'exécution, peut arriver à 10 000 lieues une de l'autre. Fait que même si vous parlez de votre idée à un maximum de gens, les chances que quelqu'un copie et arrive au même résultat que vous, c'est très faible parce qu'après ça, c'est une question d'exécution. Puis d'une équipe à l'autre, ça va tomber complètement dans un pivot ou un endroit différent. Donc, tout le monde a grand avantage à en parler à un maximum de gens. Entre autres, il y a un auditeur du podcast qui m'a rejoint l'autre fois pour me dire, suite à l'écoute de l'épisode de David Hervieux de Dévolution, qui est dans nos premiers épisodes qu'on a sortis, il a eu la chance de jaser avec et David lui disait justement, tu as une idée? Parle-en à un maximum de personnes. Il me rejoint, je l'ai mis en contact avec une autre personne et là, tranquillement, c'est en train de créer une autre idée plus loin qui risque de se concrétiser. Mais s'il avait gardé son idée pour lui, probablement qu'il n'y aurait pas d'avancement ou du moins, ça serait plus difficile de se rendre à destination. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, Alexandre. Parlez-en à un maximum de gens. N'ayez pas peur de vous faire voler votre idée parce que la réalité, c'est la même idée avec deux équipes différentes vont atterrir complètement à 1000 lieues l'une de l'autre. Dites-vous, surtout si vous parlez à quelqu'un qui a déjà son projet, encore là, tu sais, je sais, moi, il y a quelqu'un qui pourrait m'arriver avec la meilleure idée au monde puis me la lancer, puis il n'y a aucune façon sur la terre que je me déroute de mon focus de développer Stand. Je vais pouvoir le guider, tu sais, la réalité. Puis si c'est quelqu'un qui est en poste, dites-vous tout le cheminement intellectuel que vous faites pour vous lancer dans votre projet, cette personne-là qui est déjà employée dans une boîte, ça veut pas dire qu'il va y avoir plus de guts que vous de le faire, là. Puis la réalité, c'est que moi, je crois beaucoup à la collaboration. Puis c'est dans notre ADN d'entreprise. Comme je dis, on collabore avec nos clients, on collabore avec nos... En fait, même j'utilise pas le terme employé, là, j'utilise le terme collaborateur, puis c'est un autre sujet, mais la réalité, c'est que vous savez pas qui vous allez rencontrer qui va vous aider à réaliser vos rêves. T'sais. Moi, j'ai rencontré Philippe, mon partenaire qui était hyper tech, qui m'aidait à faire mon pivot. Puis si j'en avais pas parlé, si j'avais dit je dirais pas qu'est-ce que je fais parce qu'il fait quelque chose de similaire ou je rentrais pas dans les échanges trop poussés parce que je veux pas lui donner trop d'informations, il va prendre mon intelligence pour la mettre dans ça. La réalité, c'est que j'aurais pu avoir 56 000 raisons de pas le faire. Puis en le faisant, ben je me suis trouvé probablement le plus beau chemin professionnel que je pouvais me trouver. Fait que bref. Si c'était pas de ça, on serait probablement pas en train de se parler aujourd'hui. Donc exactement. c'est aussi spécial que ça. Puis c'est ça. Puis le pivot de l'expertise à la tech, ça se fait. Je veux dire, j'ai quelque part réussi ça. J'ai échoué plein d'autres choses, mais j'ai réussi ça. Puis si vous avez une expertise, puis vous avez quelque chose à amener, ben c'est sûr que la technologie va vous aider à l'accélérer. Fait que ayez pas peur à songer à faire ce pivot-là aussi, si vous êtes professionnel. Donc, il y a moyen de productiser son expertise, ses méthodes de fonctionnement. Puis c'est un bel exemple, Alexandre, que tu es aujourd'hui, là, vraiment bravo. Je souhaite garder la dernière minute pour un petit peu te laisser de la place si tu as un petit placement de produit ou si tu es à la recherche de staff ou comment on peut faire un appel à la communauté aujourd'hui pour t'aider, Alexandre. Écrivez-moi sur LinkedIn, que vous ayez un besoin, une question, un commentaire, une insulte, peu importe. Vous pouvez me rejoindre. C'est la meilleure façon de me joindre. Rajoutez-moi sur LinkedIn. Vous allez avoir accès à la majorité de mes contacts, mes 25 000 contacts en deuxième niveau, ce qui va vous donner accès à peut-être 17 000 entrepreneurs. Ça peut être une valeur ajoutée pour les gens qui écoutent, pour vous aider à démarrer votre projet. Si vous voulez en apprendre plus, il y a la formation qui est sur mon profil en permanence pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez télécharger l'application pour savoir si votre profil LinkedIn a de l'allure, on a un Audi AI de votre profil LinkedIn avec des recommandations. Si vous êtes intéressé à avoir une meilleure stratégie de recrutement, de vente ou de marketing par le marketing organique et non payant, à l'aide de votre plus belle ressource, vos employés, ben, vous pouvez me rejoindre encore là sur LinkedIn pour la plupart. Sinon, on a un beau site qui explique tout ce qu'on fait. Même mes parents comprennent ce que je fais grâce à ce site-là. C'est v3stand.com. Fait que, bref, quelque façon que ce soit, vous pouvez me rejoindre. Comme n'importe qui, dans le fond. Vous pouvez les rejoindre en essayant puis en faisant le geste. C'est la meilleure façon d'avoir une réponse ou au moins d'en avoir le cœur net si on va avoir une réponse ou pas. Voilà, fait que n'hésitez pas d'aller chercher sur LinkedIn Alexandre Bouchard. On va mettre également les notes les liens dans les notes de l'épisode par rapport à la formation, l'Audi, le site de V3Stand également. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur ces liens-là.
ça pourrait changer votre avenir si vous nous écoutez aujourd'hui. Alexandre, merci beaucoup du généreux partage aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler probablement 4-5 heures ensemble. Ça sera un plaisir de te revoir fort probablement avec nous dans les prochaines semaines. Donc, bon succès. Bon succès à toi et ton équipe. On aura la chance peut-être de suivre à travers le temps dans ton évolution. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Voici les 5 éléments que je retiens de ma discussion avec Alexandre. Premièrement, limitez votre accessibilité à du divertissement à valeur pauvre afin de maximiser votre temps. 2. Donnez de la valeur sans rien attendre en retour. 3. Parlez à un maximum de gens de votre idée et de vos projets. Cela vous ouvrira des portes inattendues de manière très positive. 4. Faites attention de ne pas vouloir toujours trop plaire à tout le monde. Ça va finir par vous jouer des tours et jouer contre vous. Et 5e, assurez-vous de sortir régulièrement un livrable pour le développement de votre produit technologique, donc entre autres de fonctionner en méthodologie agile avec des petits sprints. Voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous s'il vous plaît en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Nous produisons gratuitement ce contenu pour vous. Notre récompense est votre partage et votre abonnement. Cela ne prend quelques secondes pour vous, mais cela nous aide grandement. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Continuons la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies.